1. Époque. Il se trouvait au premier étage d'une librairie. Il avait 20 ans. Perché sur une échelle de style européen appuyée contre les rayons, il cherchait de nouveaux livres. Maupassant, Baudelaire, Strindberg, Ibsen, Shaw, Tolstoï. Le jour commença à baisser. Mais lui continuait à lire avec avidité les titres inscrits au dos des ouvrages. C'étaient moins des livres que la fin du siècle en soi qui étaient alignés là. Nietzsche, Verlaine, les frères Goncourt, Dostoïevski, Hauptmann, Flaubert. Tout en luttant avec la pénombre, il recensait leurs noms un à un. Mais les livres commencèrent l'un après l'autre à se fondre dans l'obscurité languissante. Sa persévérance, enfin lassée, il s'apprêtait à redescendre l'échelle quand brusquement, une ampoule nue s'alluma juste au-dessus de sa tête. Immobile sur son échelle, il regardait les vendeurs et les clients qui remuaient entre les livres. Il paraissait étrangement petit, et aussi tellement misérable. La vie humaine ne vaut pas même une ligne de Baudelaire. Il resta ainsi un instant à les contempler du haut de son échelle. 2. Sa mère. Les fous étaient tous vêtus d'un même vêtement gris. La grande salle déjà déprimante en soi ne l'en était que davantage. Installé à l'orgue, l'un des fous jouait avec ferveur un cantique. Au milieu de la pièce, un autre dansait, ou plus exactement se démenait en tous sens. Il observait ce spectacle en compagnie d'un médecin au teint vermeil. Sa propre mère, 10 ans plus tôt, ne différait en rien de ces êtres. En rien. Dans leur puanteur, il retrouverait parfaitement celle de sa mère. Bon, on y va ? Le précédant dans le couloir, le médecin se dirigea vers une autre pièce. Là, dans un coin, des cerveaux trempaient dans d'énormes bocaux de verre remplis d'alcool. Sur l'un d'eux, il aperçut une infime chose blanchâtre, comme si on avait fait couler un peu de blanc d'œuf. Tandis qu'il bavardait, debout avec le médecin, il repensa encore à sa mère. L'homme à qui appartenait ce cerveau était ingénieur dans l'entreprise d'installation électrique X. Il n'arrêtait pas de se prendre pour une énorme dynamo d'un noir étincelant. Pour mieux éviter les yeux du médecin, il regardait par la fenêtre. Dehors, il n'y avait rien qu'un mur de briques hérissé de tessons de bouteilles. Seule la maigre mousse qui recouvrait le mur jetait çà et là un vague état blanchâtre. 3. Maison. Il occupait une pièce située au premier étage d'une maison dans les faubourgs. En raison de l'instabilité du sol, l'étage se trouvait bizarrement incliné. C'était là que sa tante venait parfois lui chercher querelle. Des disputes où, fatalement, ses parents adoptifs ne manquaient pas d'intervenir. Il aimait pourtant sa tante plus que quiconque. Resté célibataire toute sa vie, c'était déjà, à l'époque où lui n'avait encore que 20 ans, une vieille dame proche de la soixantaine. Au premier étage de cette maison de banlieue, il s'était maintes fois demandé si ceux qui s'aiment devaient aussi toujours nécessairement se faire du mal, sans jamais cesser de sentir dans l'inclinaison de l'étage quelque chose de funeste. 4. Tokyo. La Sumida était terne sous le ciel nuageux. Il regardait par la fenêtre d'un petit bateau à vapeur les cerisiers de Mukojima. Les cerisiers en fleurs lui paraissaient aussi déprimants qu'un tas de chiffons. Mais dans ces arbres, dans ces cerisiers de Mukojima, qui étaient là depuis l'époque d'Edo, il avait un jour découvert sa propre image. 5. Ego. Installé à la table d'un café en compagnie de l'un de ses aînés, il fumait cigarette sur cigarette. Il ouvrait rarement la bouche. Il prêtait en revanche une oreille fiévreusement attentive aux paroles de son interlocuteur. « Aujourd'hui, j'ai passé la moitié de la journée en voiture. »« Vous aviez des affaires à régler ?» Le menton appuyé dans le creux de la main, son interlocuteur lui répondit avec la plus grande nonchalance du monde. « Pas du tout, j'en avais envie, c'est tout. » Ces paroles lui ouvrirent les portes d'un royaume inconnu. Le royaume de l'ego, si proche de celui des dieux. Il ressentit une sorte de douleur, mais aussi de la joie. Le café était extrêmement exigu. Néanmoins, sous le tableau d'un dieu Pan, un gommier dans un pot rouge laissait pendre paresseusement ses feuilles pulpeuses. 6. Maladie. Un volumineux dictionnaire d'anglais ouvert dans le vent qui soufflait de la mer sans discontinuer, il suivait les mots du doigt. Talaria, chaussures à bride, sandales.
Tale, histoire. Talipot, palmier des régions orientales de l'Inde, atteignant une hauteur de 50 à 100 pieds, feuilles en parapluie, en éventail ou en chapeau, fleuri une fois tous les 70 ans. Il imagina clairement les fleurs de ce palmier. C'est alors qu'il ressentit au fond de la gorge une démangeaison jusqu'alors inconnue, et sans qu'il pût le retenir, un crachat tomba sur le dictionnaire. Un crachat ? Non, ce n'en était pas un. Il songea à la brièveté de la vie et imagina à nouveau les fleurs du palmier. Les fleurs de ce palmier qui, là-bas, loin de l'autre côté de la mer, se dressait haut dans le ciel. 7. Peinture. Soudain, ce fut vraiment soudain. Arrêté à la devanture d'une librairie, il regardait un livre de peinture de Van Gogh, quand soudain il comprit la peinture. Le livre ne reproduisait bien sûr que des photographies, mais même à travers elles, il sentait vivre la nature dans toute sa fraîcheur. La passion qu'il nourrit pour ses peintures transforma sa vision des choses. Il se mit inconsciemment à prêter une attention continuelle aux sinuosités des branches d'arbres et à la courbe des joues des femmes. Un jour d'automne pluvieux, il passait au crépuscule sous le pont de chemin de fer d'un quelconque faubourg. Sous le remblai, de l'autre côté du pont, une charrette était arrêtée. Alors qu'il la dépassait, il eut tout à coup le sentiment que quelqu'un avait avant lui passé ce chemin. Quelqu'un ? Il savait très bien qui. Il avait 23 ans et dans son cœur il y avait un Hollandais, avec une oreille coupée qui, une longue pipe à la bouche, fixait sur ce paysage un regard perçant. 8. Étincelle. Il s'en allait, trempé par la pluie, sur la route asphaltée. La pluie était assez violente. Il sentait dans la bruine l'odeur de son manteau ciré. Mais brusquement, juste devant lui, un câble électrique s'étoila d'un bouquet d'étincelles violets. Une étrange excitation le saisit. Dans la poche de sa veste était enfoui le manuscrit qu'il allait publier dans la revue de leur petit cercle littéraire. Poursuivant sa marche, il se retourna pour regarder encore une fois le câble. Les étincelles déchiquetaient toujours la pluie. Il avait beau interroger la vie, rien ne lui faisait particulièrement envie. Mais ces étincelles violettes, ces étincelles extraordinaires qui fusaient dans l'espace, il aurait, fût-ce au prix de sa vie, voulu les saisir dans sa main. 9. Cadavres. Les cadavres portaient tous au gros orteil une étiquette attachée avec du fil de fer. On y avait inscrit le nom, l'âge et divers autres renseignements. Penché en avant et maniant le scalpel avec dextérité, son ami commença à décoller la peau du visage de l'un des corps. Sous la peau s'étendait une belle couche de graisse jaune. Il regardait le cadavre avec attention. Il en avait besoin pour terminer un récit, une histoire qui se déroulait à l'époque Heian. Mais l'odeur d'abricot pourri qui se dégageait du corps lui soulevait le cœur. Les sourcils froncés, son ami continuait à manier tranquillement le scalpel. En ce moment, on manque vraiment de cadavres. Sa réponse fut prête sur le champ. Si moi je manquais de cadavres, eh bien je tuerais quelqu'un sans le moindre sentiment d'animosité. Il garda évidemment cette réponse pour lui. 10. Le maître. Il lisait un livre du maître à l'ombre d'un grand chêne. Dans la lumière du soleil d'automne, pas une feuille ne bougeait. Au loin, dans l'espace, une balance au plateau de verre observait un équilibre rigoureux. Telle était l'image qu'il ressentait en lisant le livre du maître. 11. Aube. Le jour se levait peu à peu. Au coin d'une rue, son regard embrassa un vaste marché. La foule qui s'y pressait, les voitures, tout fut nimbé d'une lumière rose. Il alluma une cigarette et s'engagea paisiblement dans le marché. Un chien noir efflanqué se mit alors brusquement à aboyer dans sa direction. Il n'en ressentit pourtant aucune frayeur. Bien plus, il éprouvait même de l'affection pour ce chien. Un platane déployait l'ample dessin de ses branches au milieu de la place. S'arrêtant au pied de l'arbre, il leva les yeux vers le ciel. Tout là-haut, entre les branches, une étoile brillait juste au-dessus de sa tête. Il avait alors 25 ans, c'était juste 3 mois après qu'il eut rencontré le maître. 12. Port militaire. L'intérieur du sous-marin était plongé dans la pénombre. Accroupi au milieu des machines qui envahissaient toute la pièce, il regardait dans une longue vue. Elle lui renvoyait le paysage ensoleillé d'un port militaire.
Là-bas, vous devez aussi apercevoir le Congo, lui dit un officier. Tandis qu'il observait dans la lentille carrée l'image minuscule du navire de guerre, sans savoir pourquoi, il songea brusquement à du persil. Ce persil qui embaume de son parfum délicat même un steak à 30 sous la part. 13. La mort du maître. Dans le vent qui avait succédé à la pluie, il arpentait le quai d'une gare de chemin de fer nouvellement ouverte. Le ciel était encore sombre. De l'autre côté du quai, levant et abaissant leurs pioches en cadence, 3-4 cheminots chantaient un air quelconque d'une voix forte. Le vent qui avait succédé à la pluie déchirait en lambeaux la chanson des cheminots et ses sentiments. Oubliant d'allumer sa cigarette, il ressentait une souffrance proche de la joie. Maître état critique. Ce télégramme enfoncé dans la poche de son manteau. Le train de 6 heures du matin en direction de Tokyo se profila alors en face de lui derrière la courbe de la montagne couverte de pins. Surmonté d'un léger panache de fumée, il se rapprochait en sinuant. 14. Mariage. Il est ennuyeux que dès ton arrivée tu fasses des dépenses inutiles, avait-il reproché à sa femme le lendemain de leur mariage. C'était à vrai dire sa tante qui lui avait enjoint de faire cette remontrance. Sa femme avait présenté ses excuses, à lui bien sûr mais aussi à sa tante. Le pot de janquille qu'elle avait acheté pour lui posé devant eux. 15. Ils menaient une vie paisible, à l'ombre des larges feuilles d'un bananier, parce qu'ils habitaient une ville du bord de mer qui se trouvait, en train, à 1 bonne heure de Tokyo. 16. Oreiller. Il lisait un livre d'Anatole France, la tête appuyée sur l'oreiller du scepticisme qui dégageait un parfum de feuilles de rose, sans s'apercevoir qu'un centaure s'était glissé à son issue dans cet oreiller. 17. Papillon. Un papillon voltigeait dans le vent où planait une odeur d'herbe aquatique. Il sentit les ailes du papillon effleurer ses lèvres sèches une infime seconde. Mais le velours des ailes qui les avait un jour caressées en passant brillait encore sur ses lèvres tant d'années plus tard. 18. Lune. Il la rencontra par hasard dans l'escalier d'un hôtel. Même ainsi, en pleine journée, son visage semblait baigné dans le clair de lune. Tandis qu'il la suivait du regard, il ne se connaissait pas même un peu. Il ressentit une tristesse jusqu'alors inconnue. 19. Ailes artificielles. D'Anatole France, il passa au philosophe du XVIIIe siècle, mais il évita Rousseau. Par l'un de ses côtés, son côté impulsif, il ressemblait à Rousseau. Peut-être était-ce à cause de cela. Il fréquenta le philosophe de Candide à qui il ressemblait par un autre de ses côtés, son côté froidement raisonneur. Il avait 29 ans et pour lui la vie avait déjà perdu tout éclat. Mais Voltaire lui fournit des ailes artificielles. Déployant ses ailes artificielles, il s'élevait, léger dans le ciel. Au-dessus de lui, les feux de la raison faisaient chavirer dans l'ombre les joies et les peines de la vie humaine. Égrenant sur les villes misérables sourires et antiphrases, il s'élevait droit dans les airs où rien n'entravait sa course, toujours plus haut vers le soleil, comme s'il avait oublié ce grec qui, jadis, ses ailes artificielles pareilles aux siennes brûlées par le soleil, s'était abîmé dans la mer. 20. Menottes. Il fut décidé que sa femme et lui vivraient désormais sous le même toit que ses parents adoptifs, en raison du contrat qu'il venait de signer avec un certain journal. Il s'était fié à ce contrat rédigé sur une feuille de papier jaune. Mais quand il le relut après coup, il comprit. Le journal n'était lié par aucune obligation. Lui seul l'était. 21. La fille d'une folle. Les deux pousse-pousse traversaient la campagne déserte sous un ciel brouillé. On devinait au souffle de brise marine que le chemin menait à la mer. Installé dans le second pousse-pousse, il se demandait ce qui avait bien pu l'inciter à venir, s'étonnant lui-même de n'éprouver strictement aucun intérêt pour ce rendez-vous. Ce n'était certes pas l'amour. Si ce n'était pas l'amour... Elle eut dans la réponse, il dut reconnaître. Nous sommes tout au moins sur un pied d'égalité. L'occupante du premier pousse-pousse était la fille d'une folle. Sa sœur cadette s'était d'ailleurs suicidée par jalousie. Il n'y a plus rien à faire. Cette fille d'une folle, qui ne vivait qu'en fonction de son instinct animal, lui inspirait de la haine.
Les deux pousse-pousse longeaient à présent un cimetière qui sentait la mer. De l'autre côté de la haie de branchages tapissés de coquilles d'huîtres se dressaient, toutes noires, des tours funéraires. Il contemplait la mer qui scintillait doucement par-delà les monticules de pierre et brusquement, il se mit à mépriser le mari de cette fille d'une folle, son mari qui ne possédait pas son cœur. 22. Un peintre. C'était une simple illustration dans une revue quelconque. Mais le dessin à l'encre de Chine, qui représentait un coq, reflétait une personnalité extraordinaire. Il se renseigna sur l'artiste auprès de l'un de ses amis. Une semaine plus tard environ, le peintre lui rendit visite. Ce fut l'un des événements les plus marquants de sa vie. Il découvrit dans ce peintre une poésie ignorée de tous. Bien plus, il y découvrit aussi sa propre âme, dont il avait jusqu'alors tout ignoré. La nuit tombait sur un jour d'automne frileux. En voyant un brin de millet de Chine, il songea aussitôt à ce peintre. Sous l'armure des feuilles tourmentées, la haute graminée laissait courir sur le monticule de terre ses fines racines pareilles à des fibres nerveuses. Son autoportrait a lui aussi si vulnérable. Mais cette découverte ne réussit qu'à le déprimer. Il est déjà trop tard, mais quand il le faudrait... 23. Elle. La place se fondait devant lui dans l'ombre naissante. Il la traversait, le corps un peu fiévreux. Les lumières allumées aux fenêtres des immeubles trouaient le ciel légèrement argenté. Il s'arrêta au bord du trottoir, décidant d'attendre là sa venue. 5 minutes plus tard, elle s'avançait déjà vers lui, les traits tirés. Mais elle ne l'eut pas plutôt aperçu qu'elle se mit à sourire en disant « Je suis exténuée !» Ils traversèrent épaule contre épaule la place envahie par la pénombre. C'était pour eux la première fois. Pour rester avec elle, ils se sentaient capables de tout abandonner. Ils prirent un taxi. Elle lui dit alors en le dévisageant d'un air grave « Tu n'as pas de regrets ?» Il répondit d'un ton ferme « Je ne regrette rien. » Elle pressa sa main « Moi non plus, je ne regrette rien. » À ce moment-là aussi, son visage semblait baigné dans le clair de lune. 24. Naissance. Debout près de la cloison coulissante, il regardait la sage-femme en blouse blanche laver le nourrisson. Chaque fois que le savon pénétrait dans ses yeux, le bébé faisait de touchantes grimaces. Il n'arrêtait pas en fait de vagir de tous ses poumons. Il sentait l'odeur du nourrisson, comme celle d'un souriceau, et il ne pouvait s'empêcher de penser du plus profond de son être « Pourquoi as-tu toi aussi vu le jour ? Dans un monde pareil, pourquoi le destin t'a-t-il donné un père tel que moi ?» C'était pourtant le premier fils que sa femme mettait au monde. 25. Strindberg. Il observait du seuil de la pièce quelques Chinois crasseux qui jouaient au mahjong, dans le clair de lune où brillaient les fleurs d'un grenadier. Puis, réintégrant sa chambre, il commença à lire sous la lampe basse La Confession d'un fou de Strindberg. Mais 2-3 pages suffirent à faire naître sur ses lèvres un sourire narquois. Dans les lettres destinées à la comtesse, son amante, Strindberg écrivait à peu près le même genre de mensonges que lui. 26. Antiquité. Les Bouddhas, les divinités, les chevaux et les fleurs de lotus aux couleurs écaillées l'oppressaient presque. Les yeux levés vers eux, il oubliait tout. Même son bonheur d'avoir rompu avec la fille d'une folle. 27. Discipline spartiate. Il se promenait avec un ami à travers les ruelles. Un pousse-pousse où vacillait une lanterne se dirigea alors droit dans leur direction. Quelle surprise! Sa passagère était la femme de la veille. Même ainsi, en pleine journée, son visage semblait baigné dans le clair de lune. Ils n'échangèrent bien sûr devant son ami pas même un salut. « Quelle jolie femme !» s'exclama son ami. Ce à quoi il répondit sans hésiter, les yeux fixés devant lui sur la montagne resplendissante de printemps. « Oui, vraiment. Quelle jolie femme !» 28. Meurtre. Une odeur de bouse de vache flottait sur la campagne gorgée de soleil. Il gravissait le chemin légèrement escarpé en épongeant sa sueur. De chaque côté de la sente, les blés mûrs exhalaient un parfum enivrant.
Tue-le! Tue-le! Ses lèvres répétaient ces mots inconsciemment. Tuer qui? Il ne le savait que trop. Il pensait à cet homme aux cheveux ras et on ne pouvait plus abject. Par-delà l'or des blés s'arrondit alors soudain le dôme d'une église catholique romaine. 29. Forme. C'était un flacon à saquer en fer. Ce flacon ciselé de fines nervures lui avait, à son insu, enseigné la beauté de la forme. 30. Pluie. Allongé sur le grand lit, il bavardait de choses et d'autres. Dehors, derrière les carreaux de la chambre, c'était la pluie. Les fleurs de l'omoto des sables pourrissaient visiblement peu à peu. Son visage semblait toujours baigné dans le clair de lune. Leur conversation ne manquait cependant pas de l'ennuyer. Couché sur le ventre, il alluma tranquillement une cigarette et songea que cela faisait déjà 7 ans qu'il vivait avec elle. Il s'interrogea. « Est-ce que je l'aime ?» Même pour lui pourtant habitué à s'analyser, la réponse fut inattendue. « Oui, je l'aime toujours. » 31. Le grand tremblement de terre. Cela ressemblait à l'odeur que dégagent des abricots trop mûrs. Elle assaillait imperceptiblement ses narines tandis qu'il marchait à travers les décombres, et il songeait que l'odeur des cadavres putréfiés par la chaleur torride n'était finalement pas si désagréable. Mais quand il arriva au bord de l'étang, qui n'était qu'un monceau de cadavres, il comprit que, d'un point de vue sensoriel, le mot « horreur » n'avait rien d'excessif. Le cadavre d'un enfant de 12-13 ans le bouleversa plus que tout. Il regarda ces cadavres, le cœur envieux. Une phrase lui revint en mémoire. « Ceux que les dieux aiment meurent jeunes. » Sa sœur aînée et son demi-frère avaient tous deux eu leur maison brûlée. Le mari de sa sœur avait quant à lui été condamné avec sursis pour faux témoignage. « Qu'ils crèvent tous, nom d'un chien !» Immobile au milieu des décombres, c'est ce qu'il murmurait au fond de lui-même. 32. Querelle. La querelle avec son demi-frère avait dégénéré en lutte. La personnalité de son frère se trouvait indéniablement souvent écrasée à cause de lui. Il était néanmoins tout aussi incontestable qu'il avait, lui, perdu à cause de son frère sa liberté. Toute la famille se relayait pour dire à son jeune frère « Prends donc exemple sur ton aîné ». Mais pour lui, c'était exactement comme si on lui liait les pieds et les poings. Leurs deux corps entremêlés, ils finirent par rouler sur la véranda. Il s'en souvenait encore. Là, dans le jardin, un Lagerströmia. Sous le ciel lourd de pluie, l'arbre était couvert de fleurs rouge feu. 33. Héros. Il contemplait un jour les hautes montagnes par l'une des fenêtres de la maison de Voltaire. Au-dessus des pics couverts de glaciers ne planait pas même l'ombre d'un vautour. Un Russe de petite taille gravissait en revanche le sentier à flanc de montagne avec une opiniâtreté soutenue. Quand la nuit fut tombée sur la maison de Voltaire, il écrivit sous la lampe claire ce poème engagé, en songeant à la silhouette de ce Russe qui gravissait le sentier à flanc de montagne. Toi qui plus que personne a observé les 10 commandements, toi qui plus que personne a violé les 10 commandements, toi qui plus que personne a aimé le peuple, toi qui plus que personne a méprisé le peuple, toi qui plus que personne brûlait du feu de l'idéal, toi qui mieux que personne connaissais la réalité. Tu es ce train électrique au parfum champêtre que notre Asie a engendré. 34. Couleur. À 30 ans, il découvrit qu'il aimait un terrain vague. Il n'y avait là, jonchant le tapis de mousse, que quelques débris de briques et de tuiles éparses. Mais à ses yeux, c'était un véritable tableau de Cézanne. Il se rappela soudain la passion qui l'animait 7 ou 8 ans plus tôt, mais en ce temps-là, il ne savait pas ce qu'était la couleur. 35. Polichinelle. Il voulait vivre intensément de sorte à ne rien regretter, quelle que fût l'heure de sa mort. Mais il n'en continuait pas moins à mener une vie pleine de gêne à l'égard de ses parents adoptifs et de sa tante. Sa vie se trouva ainsi divisée en 2 zones, l'une d'ombre, l'autre de lumière. Il avait vu un jour, debout dans une boutique de vêtements européens, un polichinelle, et il s'était alors demandé jusqu'à quel point il n'en était pas lui-même un.
Mais son inconscient, ou en d'autres termes son second moi, avait depuis longtemps déjà avoué ce sentiment dans l'un de ses récits. 36. Lassitude. Il marchait en compagnie d'un étudiant à travers les champs de Suzuki. Vous tous, à votre âge, vous devez encore avoir une violente soif de vivre, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Mais vous-même... Eh bien justement, moi non. La soif d'écrire, ça oui, je l'ai. Ce n'était que la stricte vérité. Il avait un beau jour réellement perdu tout intérêt pour la vie. Mais la soif d'écrire, c'est aussi la soif de vivre, non? Il ne répondit rien. Dans le champ de Suzuki, au-dessus des épis rouges, la ligne nette d'un volcan se dessina soudain. Un sentiment de jalousie pour ce volcan s'empara de lui, mais lui-même ne savait pas pourquoi. 37. Celle qui vient du Nord. Il rencontra une femme qui pouvait, même par l'esprit, se mesurer à lui. Mais il composa un poème lyrique, Celle qui vient du Nord, et échappa ainsi quelque peu à ce danger. Il éprouva la même douloureuse sensation que s'il ôtait d'un tronc d'arbre une écosse de glace étincelante. Emporté par le vent, le chapeau de paille, sur le chemin un jour retombera. Que m'importe mon nom, je n'adore que le tien. 38. Vengeance. Il se trouvait sur le balcon d'un hôtel enfoui sous les arbres couverts de bourgeons. Il faisait des dessins pour distraire un jeune garçon, le fils unique de la fille d'une folle, avec qui il avait rompu 7 ans plus tôt. La fille d'une folle alluma une cigarette. Elle les regardait jouer. Le cœur lourd, lui continuait à dessiner des trains et des avions. Par bonheur, l'enfant n'était pas de lui. Mais s'entendre appeler « mon oncle » lui était intolérable. Le jeune garçon disparut quelque part. Continuant à fumer, la fille d'une folle lui demanda alors d'un ton enjôleur « Tu ne trouves pas que cet enfant te ressemble ?»« Pas du tout. D'abord, la puériculture prénatale. Ça existe bien aussi, non ?» Il détourna les yeux sans rien répliquer. Mais au fond de lui, il ne ressentait pas moins une cruelle envie d'étrangler cette femme. 39. Miroir. Il discutait au fond d'un café avec un ami. Ce dernier parlait du froid qui régnait depuis quelque temps, tout en avalant des pommes cuites. Il perçut soudain comme une contradiction dans ce bavardage. « Dis-moi, tu es bien toujours célibataire ?»« Plus vraiment, je me marie le mois prochain. » Il ne trouva malgré lui plus rien à redire. Le miroir fixé au mur du café lui renvoyait le reflet multiplié de son image. Froidement, comme une menace. 40. Dialogue. Pourquoi attaques-tu le système social actuel? Parce que je vois les maux engendrés par le capitalisme. Les maux? Je croyais que tu ne faisais pas de différence entre le bien et le mal. Bon, et ta vie? Il dialoguait ainsi avec un ange. Un ange qui, il faut dire, était coiffé d'un haut de forme et qui n'aurait eu honte devant personne. 41. Maladie. Il commença à souffrir d'insomnie. Ses forces physiques commencèrent aussi à décliner. Divers médecins avaient diagnostiqué 2 ou 3 maladies différentes chacun. Hyperchloridrie, atonie gastrique, pleurésie sèche, neurasthénie, conjonctivite chronique, fatigue cérébrale. Mais lui savait fort bien quelles étaient les racines de son mal. La honte de soi et la peur des autres. Les autres. Cette société qu'il méprisait. Par un après-midi au ciel lourd de neige, il était installé au fond d'un café. Il écoutait en fumant la musique qui s'écoulait du gramophone de l'autre côté de la salle. C'était une musique qui faisait étrangement vibrer toutes les fibres de son corps. Il attendit qu'elle se fût tue, puis alla jusqu'à l'appareil. Il regardait l'étiquette collée sur le disque. La flûte enchantée, Mozart. Tout lui devint clair sur le champ. Mozart, ce Mozart qui avait violé les 10 commandements, savait nécessairement ce qu'était la détresse. Mais comme lui-même. La tête baissée, il retourna lentement à sa table. 42. Le rire des dieux. Il avait 35 ans.
Il marchait à travers la forêt de pins que baignait le soleil printanier, tout en songeant à ces mots qu'il avait écrits 2 ou 3 ans plus tôt. Malheureusement pour eux, les dieux ne peuvent pas, comme nous, se suicider. 43. Nuit. La nuit tombait à nouveau. La mer en furie éclaboussait inlassablement la pénombre de ses embruns. Il célébra sous ce ciel un second mariage avec sa femme. C'était pour eux une joie, et aussi une souffrance. Leurs 3 enfants contemplaient avec eux les éclairs qui sillonnaient le large. L'un d'eux pressé contre son sein, sa femme retenait, semble-t-il, ses larmes. Tout là-bas, c'est bien un bateau. Oui. Un bateau au mât brisé en 2. 44. Mort. Profitant de ce qu'il restait seul dans la chambre, il voulut s'étrangler avec une ceinture accrochée au treillis de la fenêtre. Toutefois, dès qu'il eut passé son cou dans la boucle, il se mit soudain à redouter la mort. Mais ce n'était pas par crainte de souffrir. Il reprit sa montre, curieux de mesurer à titre expérimental le temps que prendrait la strangulation. Après un bref instant de souffrance, tout commença à devenir confus. Passé ce cap, c'était probablement le glissement vers la mort. Il consulta les aiguilles de la montre. La sensation de douleur avait duré 1 minute et quelques 20 secondes. Derrière le treillis de la fenêtre, il faisait nuit noire. Mais dans les ténèbres s'élevait le chant fougueux d'un coq. 45. Le divan. Le divan insufflait encore une fois à son âme des forces nouvelles. Il s'agissait du Goethe oriental, qu'il ne connaissait pas encore. En voyant Goethe dressé avec sérénité sur la rive opposée à celle de toutes les formes du bien et du mal, il fut saisi d'un sentiment d'envie proche du désespoir. Le poète Goethe dépassait à ses yeux le poète Jésus-Christ. Dans le cœur de ce poète fleurissaient non seulement les roses de l'Acropole et du Golgotha, mais aussi celles de l'Arabie. S'il avait seulement eu assez de force pour marcher sur ses pas. Il acheva la lecture du divan, et une fois son effrayante émotion apaisée, il ne put s'empêcher de se mépriser du plus profond de soi, de mépriser l'eunuque qu'il était dans sa façon de vivre. 46. Mensonge. Le suicide du mari de sa sœur fut un choc brutal. Il allait désormais lui falloir prendre aussi en charge la famille de sa sœur. Son avenir était, du moins à ses yeux, aussi sombre qu'un jour au crépuscule. Sa faillite spirituelle ne lui inspirait qu'un froid sourire de dérision. Il connaissait de bout en bout tous ses vices et toutes ses faiblesses. Il continua invariablement à lire toutes sortes de livres. Mais même les confessions de Rousseau n'étaient qu'un fatras de mensonges héroïques. Sans parler de vie nouvelle. Il n'avait de sa vie jamais vu d'hypocrite plus madré que le héros de ce récit. Seul François Villon parlait à tout son être. Il avait, dans quelques-uns de ses poèmes, découvert un beau mal. La silhouette de Villon, attendant d'être pendu, le hantait jusque dans ses rêves. Il tenta maintes fois de tomber, comme Villon, au plus bas de la vie humaine. Mais ni son milieu ni son énergie physique ne lui en donnaient la liberté. Il s'affaiblissait toujours plus, exactement comme l'arbre que vit Swift, un arbre qui se desséchait par la cime. 47. Jeu de feu. Elle avait un visage radieux. On aurait dit le soleil du petit matin scintillant sur une fragile couche de glace. Il éprouvait pour elle de l'affection. Mais de l'amour, non. Il n'avait d'ailleurs jamais touché d'un doigt le corps de cette femme. Alors comme ça, vous avez envie de mourir. Enfin, ce n'est pas tellement que j'ai envie de mourir. Je suis seulement là de vivre. À la suite de ce dialogue, ils se promirent de mourir ensemble. Un suicide platonique, n'est-ce pas? Double suicide platonique. Son calme l'étonnait lui-même. 48. Mort. Il ne mourut pas avec elle. Il était toutefois content, sans savoir exactement pourquoi, de n'avoir encore jamais touché son corps. Elle bavardait parfois avec lui comme si rien ne s'était passé. Elle lui remit aussi un flacon de cyanure qu'elle possédait, lui disant « Avec ça, nous nous sentirons mutuellement plus forts. »
Ce geste lui avait indiscutablement redonné du courage. Assis, seul, dans un fauteuil de rotin, il regardait le jeune feuillage de Pasani en songeant à la paix que lui procurait parfois la mort. 49. Signe empaillé. Rassemblant ses dernières forces, il voulut rédiger son autobiographie. Mais cela fut plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Il restait encore trop susceptible, trop sceptique et calculateur aussi. Il ne pouvait s'empêcher de se mépriser. Sans pouvoir par ailleurs s'empêcher de penser que l'on gratte un peu la peau, dessous, nous sommes tous les mêmes. Poésie et vérité. Le titre a son sens de toute autobiographie. Il savait en outre pertinemment que chacun n'était pas ému de la même façon par une œuvre artistique. Ceux que ces œuvres touchaient ne pouvaient qu'être des gens qui lui ressemblaient, et qui avaient vécu une vie semblable à la sienne. Ce sentiment entrait également en jeu. C'est pourquoi il avait entrepris d'écrire brièvement sa Poésie et vérité. La vie d'un idiot était achevée, quand il découvrit un signe empaillé dans la boutique d'un antiquaire. L'oiseau était debout, le cou tendu, mais ses ailes jaunies étaient trouées par les mites. Songeant à la vie, il sentit un sourire de dérision brouillé de larmes lui monter aux lèvres. La folie ou le suicide, c'était tout ce qu'il attendait. Il marchait, solitaire, dans les rues où tombait la nuit, résolu à attendre le destin qui, lentement, viendrait l'anéantir. 50. Prisonnier. L'un de ses amis succomba à la folie. Il avait toujours éprouvé de la sympathie pour cet ami. Il comprenait intimement sa solitude, toute la solitude qui se cachait sous le masque enjoué. Après que son ami fut devenu fou, il lui rendit visite 2 ou 3 fois. « Toi et moi, on est possédés par un démon. Le fameux démon de la fin du siècle, » lui dit son ami en baissant la voix. Mais alors qu'il se rendait 2 ou 3 jours plus tard dans une station thermale, il mangeait, paraît-il, des roses. Après l'hospitalisation de son ami, il se souvint du buste de terre cuite qu'il lui avait offert un jour, celui de l'auteur du Révisor que son ami aimait. Il songea que Gogol était aussi mort fou, et ne put alors s'empêcher de sentir une force qui les dominait tous. Il était déjà au bord de l'épuisement quand il entendit à nouveau le rire des dieux, en lisant le dernier message laissé par Radiguet. La phrase disait « Les soldats de Dieu viendront me chercher ». Il essaya de lutter contre sa superstition et son sentimentalisme, mais il était physiquement incapable de se battre contre quoi que ce soit. Il n'y avait pas à s'en douter. Il était la proie du démon de la fin du siècle. Il enviait les hommes du Moyen-Âge qui s'en remettaient à Dieu. Mais croire en Dieu, croire en l'amour de Dieu, lui était définitivement impossible. Dieu en qui pourtant même Cocteau croyait. 51. Défaite. La main qui tenait le stylo commença à trembler. La salive se mit à couler de sa bouche. Hormis les rares moments de lucidité que lui procurait la Véronale 0,8, il n'avait pas un seul instant l'esprit clair. Les moments de lucidité duraient d'ailleurs tout au plus une demi-heure ou 1 heure. Il vivait seulement au jour le jour, dans une sorte de pénombre, en s'appuyant sur un sabre dont la lame mince avait pour ainsi dire fini par s'émousser.